Bien, bonjour Monique David Ménard, bonjour Pierre de Lion pour cet entretien à trois que nous allons avoir autour d'un texte de la jeunesse de Freud, enfin un texte qu'on a découvert bien après sa mort. Il s'agit du projet ou esquisse de 1895, esquisse d'une psychologie scientifique. Mais d'abord, je vous présente Monique David Ménard. Vous êtes psychanalyste et philosophe. Vous avez longtemps enseigné à l'université Paris 7 de Diderot et vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont Deleuze et la psychanalyse notamment, et puis un petit livre très fluide et qui s'appelle Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Et c'est à ce texte en particulier que nous ferons appel. Pierre de Lion, vous êtes psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste et vous avez longtemps enseigné à l'université de Lille. On vous doit de nombreux ouvrages sur la psychose et l'autisme, puisque vous êtes un peu à l'intersection des deux. Et je citerai notamment votre autobiographie Mon combat pour une psychiatrie humaine, paru chez Albin Michel en 2016. Et puis bien d'autres livres encore. Voilà. Alors, donc, je disais à l'instant, il existe un texte de Freud qu'on peut lire dans le recueil Naissance de psychanalyse, qui est paru dans le début des années 60. Et là, il y a un texte qui s'appelle Esquisse d'une psychologie scientifique, que Freud n'a jamais publié de son vivant, qui a été retrouvé dans ses papiers. Et pour vous, Monique David Ménard, c'est un texte essentiel, puisqu'il porte sur justement notre sujet. L'intitulé de notre rencontre, c'est, je rappelle, Porter l'enfant, instituer la vie. Alors, comment ce texte un peu touffu, un peu énigmatique, qu'est-ce qui vous a appris de David Ménard? Ce texte, il a accompagné ma formation à l'analyse quand j'ai su qu'il existait, parce que c'est à la fois un texte de scientifique, mais c'est un texte de scientifique qui est en même temps une sorte de montage surréaliste, un modèle un peu surréaliste, où Freud a l'audace de représenter la vie humaine comme il appelle ça appareil de l'âme, seelisches Apparat, comme un appareil, comme une machine, mais pas comme une machine mécanique, comme un appareil qui sert à transformer l'excès du plaisir. Il ne fait pas une théorie de la vie humaine en général. Il parle du plaisir, du déplaisir et de l'angoisse et de la manière dont grandir, en tout cas pour l'espèce humaine, c'est être amené à se singulariser dans ces expériences qui nous mettent en rapport avec ce qui nous porte dans la vie. En même temps, j'ai beaucoup aimé le titre que vous donnez à ces entretiens, Porter l'enfant, instituer la vie, puisque ça montre bien qu'il ne s'agit pas seulement dans la manière dont un bébé devient un adulte, d'un rapport entre individus séparés les uns des autres et qui seraient mis en rapport secondairement, mais instituer la vie, c'est entrer dans des... Alors, le mot qui vient en ce moment, c'est des dispositifs, dispositions, des lieux, des rapports à l'autre institués, quoi. Bon. Et dans ce texte, ce qui était très étonnant, c'est que dans un langage apparemment neurologique, nous sommes un appareil à tamiser l'excès du plaisir et l'excès de la souffrance et le désespoir de jouissance assez fou. Dans ce texte, tout de suite, l'institution de l'autre est présente, puisque l'idée de Freud, c'est que c'est par rapport à un autre, quelqu'un qu'il appelle l'humain d'à côté, le Nebenmensch, que ce qui est en un sens neurologique
est complètement relayé par quelque chose qui est une institution, en effet, et qui modifie l'inscription des plaisirs, des souhaits, le réinvestissement de ce qui a laissé des traces. Alors, ce qui me plaît moi beaucoup aussi comme philosophe, c'est qu'il emploie successivement dans les deux parties du livre un langage neurologique et un langage psychologique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut jamais jouer l'un contre l'autre. Il ne faut pas rêver, comme à mon avis, il fait trop souvent la tendance qui s'appelle la neuropsychanalyse. Ça n'existe pas, la neuropsychanalyse. Il y a le fait qu'on est obligé d'employer deux langages différents pour dire ce qui se passe chez un humain qui socialise difficilement la pente excessive de ses plaisirs et de ses angoisses. Mmh. Et je trouve que dans son paradoxe même, ce texte est une merveille. Plus, il y a l'aspect historique de la chose. Le fait qu'on dispose de ce texte est lié à un certain nombre de facteurs inouïs et qui ont accompagné les rapports entre la psychanalyse et le nazisme, et d'abord le rapport de Freud à Fliess, puisque ce texte n'a pas été publié par Freud, il a été écrit au crayon à la hâte dans le train quand Freud revenait de Berlin où il avait rencontré Fliess. Il emploie le vocabulaire de son ami parce que lui aussi il est pris dans un transfert au savoir supposé de son ami. Et en même temps, il s'en éloigne, et c'est comme ça qu'il invente l'interprétation des rêves. Donc, il faut lire ce texte juste avant l'interprétation des rêves. Or, ce texte lui-même, il a été perdu, et c'est Marie Bonaparte qui, bien après la mort de Fliess, a réussi à racheter le manuscrit à la veuve de Fliess, je crois. Et ça a encore failli louper, puisque c'était au moment où Freud s'exilait. Il me semble avoir lu quelque part que ce texte a été mis comme une bouteille à la mer pour arriver jusqu'à Londres. Bon. Et quand on commence la psychanalyse en lisant ça, eh ben on a une idée beaucoup moins psychologisante de la psychanalyse, beaucoup plus en termes d'institution de rapport à l'autre. Mmh. Et on insiste non pas sur des stades oral, anal, génital et tout ça, mais sur la dimension de l'excès. C'est ce que j'avais voulu dire par mon titre un peu. Oui, c'est... Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui va du côté du trop? Voilà. Pierre, est-ce que tu adhères à cette analyse? Et comment tu vois, toi, la naissance de la psychanalyse, justement? Oui. D'abord, je souscris parfaitement à tout ce que vient de dire Monique. Ça m'a donné d'ailleurs d'autres éclairages que ceux que j'avais trouvés moi-même dans la lecture de cet ouvrage fondamental. Mais je voudrais peut-être le mettre à la lumière de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, Freud, me semble-t-il, suit une démarche qui est celle de tout scientifique philosophe. Un scientifique ne peut pas ne pas être un peu philosophe. Et il essaie de comprendre comment se déroule l'existence humaine sous son aspect non seulement neurologique, mais aussi psychologique. Et on voit bien que dans cet essai, il essaie de faire en sorte que la continuité qu'il présuppose entre le neurologique et le psychologique puisse être mise en évidence par un certain nombre de réflexions qu'il fait, de schémas qu'il donne, etc. Et il réalise au fond, au terme de cet écrit, qu'il n'y est pas vraiment parvenu, et je pense que c'est une des raisons principales pour lesquelles il n'a sans doute jamais publié ce texte-là. Il me semble que c'est très, très intéressant de voir ça du point de vue de Freud, puisque, comme l'a dit Monique très, très brillamment, en appui sur le Nebenmensch, il va au fond mettre en évidence cette institution humaine qu'est l'intersubjectivité, c'est-à-dire qu'un petit bébé, pour se développer, ne peut pas le faire tout seul. Voir la question des enfants sauvages, ça ne colle pas. Et il va avoir besoin de l'intersubjectivité, c'est-à-dire cet autre qui est là pour résoudre la question de son Hilflosigkeit, c'est-à-dire sa détresse primordiale. Mais ce faisant, le système dans lequel il fonctionne, c'est-à-dire plaisir-déplaisir,
que les gens actuellement ont tendance à réduire à punition-récompense, alors que c'est pas du tout de ça que Freud veut parler, laisse sur le carreau la question de l'angoisse. Et on pourrait dire que, en fait, Freud essaie de voir si l'angoisse est soluble dans la neurologie, et manifestement, elle ne l'est pas en entier. Et on voit bien que dans la manière dont il élabore son texte, il essaie de poursuivre l'idée. Le plaisir répond-il à la question de l'angoisse? Pour partie, oui. Mais de toute façon, il y a bien d'autres choses qui se produisent, qui font que l'angoisse existe. Et ça l'amène, me semble-t-il, à se poser la question de quelle est donc l'autre catégorie qu'il conviendrait de développer pour pouvoir répondre à cette question que la neurologie ne peut pas envisager à elle seule. Et c'est là où tout ce que disait Monique est très important, c'est-à-dire la nécessité absolue d'articuler, on pourrait dire, le progrès des neurosciences avec toute la question de la psychopathologie transférentielle qui est inventée par Freud dans les mois et années qui vont suivre 1895. Donc, il me semble que pour aujourd'hui, c'est très utile parce qu'on voit bien que tout ce développement inflationniste des neurosciences aujourd'hui est une sorte de remake de ce que Freud a poursuivi comme chemin scientifique, mais lui a eu le courage de, sur le plan épistémologique, de franchir la barrière de la neurologie ne peut pas répondre à la question de l'humain à elle seule, elle a besoin de la création d'une autre discipline qui est celle de, disons, la psychologie, la psychopathologie et toutes ces choses-là, et notamment la psychanalyse parmi toutes ces disciplines psychologiques. Et je crois que ça, c'est pour aujourd'hui un enseignement tout à fait fondamental, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui continuent à penser dans la mouvance de Changeux et de ses successeurs que l'homme est un homme neuronal et qui a besoin de rien d'autre, surtout pas de la philosophie notamment, pour pouvoir éclairer on pourrait dire la logique interne qui prévaut à l'organisation des neurones et que ça suffit à expliquer toute la vie psychique. Or, de mon point de vue, je suis pas suffisamment savant pour répondre à des grands hommes comme Changeux et compagnie, mais je pense que ça n'est pas du tout suffisant. L'exemple le montre tous les jours. Les gens vont chez le neuropédiatre pour la question de l'autisme et la question de l'angoisse archaïque reste sur le bord du chemin. Elle n'est pas prise en compte. Et on voit bien que les parents de l'enfant autiste en question sont très en difficulté pour faire quelque chose de cette angoisse, dont ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants neuroscientifiques. Voilà. Donc, il me semble que c'est un texte qui a une très grande actualité parce qu'il pose sur le plan épistémologique cette question fondamentale de neurologie ou psychopathologie transférentielle, et il répond à sa manière de façon très sage. Il n'est pas question de choisir son camp, il est question d'articuler les deux champs de connaissances. Oui, Monique David-Ménard, vous employez donc, vous l'avez dit tout à l'heure, le concept d'âme, d'appareil psychique ou d'âme, appareil, etc. Est-ce que vous pourriez, à partir de ce que vient de dire Pierre de Lion, voir vous-même comment vous voyez les rapports entre le neurologique et le psychique? Oui, j'ai dit qu'on a besoin d'un autre langage et qu'on ne va pas rêver d'une grande synthèse. On a besoin des deux langages. Bon. Et c'est ce qui caractérise cette institution, les termes, ce champ. En fait, ce que je trouve vraiment d'une audace incroyable dans ce texte de Freud, c'est que, comme vient de le dire Pierre, il dégage l'autonomie du champ de la psychanalyse, c'est-à-dire que ça ne parle pas seulement de psycho, ça ne parle pas seulement de neuro, ça parle de ce qui est social dans le plaisir, le déplaisir et l'angoisse. Et toutes les expressions de Freud le montrent, c'est-à-dire il y a la détresse, Hilflosigkeit, mais il y en a deux autres qui sont très intéressantes pour montrer comment un enfant a accédé à la société humaine d'une manière qui est vraiment une épreuve dans ce registre de l'angoisse, du plaisir et du déplaisir. La première, l'autre, c'est une helfende Macht, c'est-à-dire c'est une puissance qui aide, on traduit par puissance secourable, mais Macht en allemand, c'est aussi l'armée, hein. C'est-à-dire que il y a un risque, c'est un risque l'enfance. Et c'est bien pour ça que cet aménagement, cet agencement de ce qui peut
éviter les catastrophes est décisif. Et l'autre expression, c'est une aide étrangère, Fremde Hilfe. Dans Hilfe, il y a Hilflosigkeit. C'est-à-dire que dans la détresse de l'enfant, pour qu'elle se transforme, elle a quand même à faire la part de quelque chose qui restera toujours étranger. Et d'ailleurs, dans les déferlements contemporains de la haine sur la place publique, cette dimension de l'étranger, on voit bien comment elle est exploitée. C'est-à-dire que devenir un être qui socialise ses espoirs, ses désespoirs et ses angoisses, ça passe par une épreuve de l'étranger. Bon. Alors ça, c'est le Freud qui emploie des termes institutionnalisants. Et en même temps, il y a l'aspect, quand il fait un peu de philosophie, sans toujours le dire longtemps de suite en tout cas, il y a le fait qu'il venait lui aussi, comme d'autres, de découvrir le neurone et la connexion et la distance entre les neurones et la manière dont ils se mettent en rapport. Et c'est ça l'aspect de... Au fond, il a fait un modèle uniquement plaisir des plaisirs, pas tout l'organisme, mais c'est pas du tout, là-dessus je suis absolument d'accord avec Pierre, c'est pas du tout un système punition-récompense. Précisément, l'excès, ce fait que l'appareil, il est fait pour emmagasiner des énergies qui répartissent, comme dit Freud, la charge qui est toujours désagréable, la charge énergétique. Bon. Et qu'en même temps, il peut déverser ses charges, et c'est ça le plaisir, avec le risque que l'appareil se vide complètement, ce qui est la première formule de ce qui sera la pulsion de mort, mais qui là s'appelle le principe du nirvana. C'est-à-dire que c'est un appareil très ambigu, très subtil. C'est un peu le contraire d'un appareil à feedback, puisqu'il risque de se déréguler. Instituer les singularités humaines, c'est éviter un risque de dérégulation. C'est pas réguler. Et c'est ça la dimension d'excès qu'il représente dans son modèle par dans le plaisir, c'est la sensation d'une décharge dans l'appareil de l'âme, c'est comme ça qu'il parle, et cette décharge risque toujours d'être excessive. Et aussi bien dans le registre du plaisir que dans le registre du déplaisir, c'est cette dérégulation, c'est de cette dérégulation qu'il faut partir. Nous ne sommes pas dans l'espèce humaine des êtres, même si les bébés ont des tas de capacités perceptives, on l'a beaucoup montré depuis, mais c'est pas du tout une manière, ça, de mettre de côté de ce que dit Freud. Freud ne nie pas que les êtres humains, dès le départ, ont accès à des tas de choses, et même, en un sens, à une sensorialité plus riche que celle qu'ils auront quand ils seront grands. Il parle uniquement de cette dimension d'excès dans le rapport à l'autre qui est là quelque chose qui doit s'instituer, parce que ça ne se fait pas d'emblée, et en effet, quand ça rate, ça se repère, les psychiatres, les psychanalystes, les psychopathologues le repèrent fort bien dans la prévention de l'autisme, c'est-à-dire quand ça rate très vite. Et je dirais, pour moi qui ne suis pas psychiatre et qui vois parfois des patients très très durement atteints, j'allais dire très très durement malheureux, cette référence reste présente comme le risque qu'ont évité les névroses. C'est-à-dire que c'est par rapport à ce qui risque de rater très tôt dans cette dimension de l'excès, et qui, depuis un certain nombre d'années, s'appelle le spectre autistique, comme on dit, l'autisme, ce qui rate, c'est par rapport à ce risque-là que beaucoup d'autres choses dans les névroses prennent leur valeur, leur valence, voilà.
Pierre, sur cette question des troubles autistiques, tu as une position très solide que tu défends depuis longtemps contre vent et marée, et à juste titre. Comment tu interprètes, toi, ce que vient de dire Monique David-Ménard? Je crois que par rapport à l'autisme, c'est encore une énigme sur beaucoup de niveaux, donc c'est difficile de faire le savant là-dessus. Je reprendrai volontiers ce qu'elle dit sur la question de l'excès Oui. dans cet écrit. C'est-à-dire le fait que l'enfant expérimente que la satisfaction du plaisir lui donne, y compris dans certains cas, encore plus que du plaisir, c'est-à-dire de la jouissance, et qu'évidemment, son appareil psychique, animique, de l'âme, comme appelons selon les différentes traductions, va être d'un certain point de vue conforté dans l'idée qu'il suffit d'obtenir tel et tel objet pour aller vers le plaisir et éventuellement vers la jouissance. Et on voit bien que dans ce chemin-là, il y a quelque chose qui est en train de se constituer chez le bébé qui va conduire à la toute-puissance infantile. Et comme disait Mylène Klein, vers 2 ans ou 18 mois, à l'apogée de la toute-puissance infantile. On voit bien que si, en même temps que ce petit bébé qui se développe et qui est en train de se familiariser avec la manière dont il peut prendre possession du monde pour sa jouissance personnelle, s'il n'est pas contenu dans alors ce que j'appelle la fonction phorique et tous ces environnements humains, Nebenmensch, enfin tout ce qu'a rappelé Monique qui sont très importants, la puissance secourable, l'aide étrangère, sont des complémentarités nécessaires pour l'être au monde du bébé qui se développe. Eh bien, cette toute puissance infantile risque d'aboutir à des scénarios épouvantables du niveau de Trump. Hein. Mais je crois que là, c'est très important de penser une sorte de dialectique très tôt dans le développement du bébé comme étant développement, on pourrait dire, nécessaire pour la fondation du narcissisme personnel de cette toute-puissance infantile, mais en même temps contenu dans un cadre dans lequel ce bébé va rencontrer, alors j'appelle ça la fonction limitante parentale, par souci de ne pas choquer ceux que, par exemple, le concept de Dolto aurait pu choquer, la castration symboligène. Hein, je crois que c'est aussi un élément très important, ça. Si ce bébé ne rencontre pas cette fonction limitante parentale, eh bien, sa toute-puissance n'aura pas de limite. Et on voit bien qu'à ce moment-là, le plaisir obtenu par la maîtrise des objets du monde très rapidement se transforme dans un scénario qui devient ce qu'on connaît bien aujourd'hui, le scénario addictif. C'est-à-dire qu'en fait, le plaisir n'est plus là, sauf quelques instants fugitifs. Et la plupart du temps, on est plutôt dans un monde de déplaisir. Et en fait, qu'est-ce que la fonction limitante parentale apporte au bébé dans ce cheminement pas à pas de tout son développement d'enfance? Eh bien, à mon avis, il apporte quelque chose de tout à fait essentiel, c'est le fait qu'il va intérioriser, ce faisant, chemin faisant, ce que j'appelle pompeusement la catégorie philosophique de l'autrui, c'est-à-dire la présence en lui de la catégorie de l'autre. Et là, on voit bien que ça, c'est quelque chose que Freud a plus tard repris en développant cette idée du principe de réalité. Mais en fait, le principe de réalité, c'est bien sûr le monde et la réalité à laquelle le bébé est confronté, mais le monde sans des personnes pour pouvoir interpréter pour lui le monde tant qu'il ne peut pas le faire tout seul, c'est quelque chose qui va être impossible à, on pourrait dire, intérioriser par le bébé. Alors on voit bien que aujourd'hui, dans la manière dont les parents élèvent leurs enfants, cette fonction limitante parentale est très très en difficulté pour des tas de raisons qu'on n'aura pas le temps de passer en revue aujourd'hui, mais qui sont très délétères pour le développement du bébé, parce que c'est plutôt la catégorie de la toute-puissance infantile qui se développe au détriment de la catégorie philosophique de l'autrui. Et on voit bien que tout ce que disent aujourd'hui les philosophes, les sociologues, les anthropologues en général, c'est bien que on est dans une civilisation du moi d'abord et puis les autres peut-être s'il en reste. Hein, et ça, c'est tout à fait important parce que je vois bien que la manière dont Freud l'avait envisagé dans ses premiers écrits-là, c'est quelque chose qui contenait cette nécessité absolue de l'autre pour aider l'un à pouvoir se développer. Alors, évidemment, on est loin de la question de l'autisme, puisque l'autisme comporte sans doute une dimension génético-neurodéveloppementale incontournable, bien entendu. Mais on voit bien que
vu son équation génétique et neurodéveloppementale à lui, petit bébé autiste, il déclenche dans l'interaction avec ses parents quelque chose qui met les parents dans un état de sidération. Mais comment se fait-il qu'ils ne me répondent pas quand je lui souris? Comment se fait-il qu'ils se mettent en hypertonie quand je le prends pour faire un câlin? Comment fait-il que, etc. Et on pourrait dire les interactions vont connaître un moment de, comme disait Salomon Resnick, de glaciation qui va modifier profondément les interactions. Alors, il ne s'agit pas de dire, vous voyez bien, c'est de la faute des parents. Pure connerie de dire des choses pareilles. Mais on voit bien que c'est dans l'interaction même, c'est-à-dire dans la présence du Nebenmensch pour ce petit enfant en développement que va se poser la question qui peut aboutir dans certains cas à un trouble du spectre autistique parmi beaucoup d'autres pathologies qui peuvent intervenir et qui être des conséquences pour partie de cette difficulté fondamentale de la dialectique entre toute puissance infantile et fonction limitante parentale. Oui, bien Pierre. Alors en t'écoutant, j'ai eu une phrase de Deleuze qui me revenait, un monde sans autrui. Imaginez un monde sans autrui, eh bien les choses vous sauteraient au visage. Il dit ça du redit de Michel Tournier, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Et donc j'aimerais qu'on vienne parler tous les deux de cette notion de Nebenmensch. Alors Mensch, c'est l'homme générique, c'est pas le man, c'est Mensch. Neben à côté, donc tout près dans l'entourage. Je sais pas comment on peut traduire ça de manière précise. C'est pas le prochain non plus, vous le dites, Monique Ménard, c'est pas le prochain au sens chrétien du terme. Et c'est un terme vague et peut-être volontairement vague. Oui. Oui, dans ce texte, qui est en même temps un texte programme, Freud parle beaucoup des bébés et de leurs premières expériences d'angoisse, de plaisir, de déplaisir, mais il parle aussi des adultes. Moi, j'aime bien les passages dans lesquels lorsque Freud, c'est dans l'épreuve de la satisfaction, le chapitre qui s'appelle l'épreuve de la satisfaction. La satisfaction est une épreuve puisque l'enfant apprend à réaliser qu'il manque un peu l'objet qu'il cherche toujours et en même temps, les plaisirs qui lui sont tombés dessus comme ça, sans qu'au départ il les cherche, parce que c'était à l'occasion des soins du point de vue de ses besoins, ça laisse des traces, ces plaisirs. C'est-à-dire, c'est une épreuve parce que c'est en train de le mettre en rapport avec des aspects de l'autre et ce qui se passe dans son corps, qui est relativement immaîtrisable. Mais quand il dit ça, Freud, il dit, à plusieurs moments, il met présence de l'autre, virgule, proximité de l'objet sexuel. Proximité, c'est Neben. C'est-à-dire, il ne parle jamais seulement des bébés, il parle aussi de la sexualité adulte et de la manière dont l'un se transforme en l'autre. Bon. Et c'est en ce sens que je trouve que on dit mal ce que c'est que la psychanalyse quand on ne souligne pas qu'elle ne parle pas de tout dans la vie humaine, mais qu'elle parle de ce champ-là. C'est ça qui s'appelle la sexualité. C'est pas seulement le fait de faire l'amour, mais c'est aussi le fait de faire de l'amour. Pourquoi ? Et c'est ça qu'en effet, notre société, Internet, réseaux sociaux, sites de rencontres, porno automatique et tout loupe. La sexualité, c'est toujours à la fois notre corps et le rapport à l'autre. Ces rapports à autrui institués. Et c'est ce qui fait qu'il y a toujours le bébé, mais aussi l'adulte dans le texte de Freud. Alors après, il va détailler beaucoup plus, mais c'est cette espèce de démarrage que je trouve d'une audace inouïe, et on n'a pas intérêt à faire comme s'il parlait de la même chose que les psychologues, les neurologues, etc. La deuxième chose que je voulais dire, et au fond, c'est une autre manière d'aborder, je voudrais revenir sur sur cette fonction parentale limitante
et sur ce que Pierre a appelé, en effet, le principe de réalité, avec le terme freudien, parce que dans l'histoire de la psychanalyse, souvent, on oppose ceux qui sont plus lacaniens et qui insistent sur l'importance des pulsions, des pulsions dans leur excès qui risquent de détruire le sujet. Il faut absolument aborder ça. Alors que si on est plus winnicottien, on insiste sur cette fonction phorique, métaphorique, sur le holding, le handling, et sur cette fonction limitante de l'institution de l'autre. Mais en fait, moi, ça m'a toujours frappé quand je lis à la fois Lacan et Winnicott, dans leur rapport au texte de Freud sur l'esquisse, que, bon, Lacan, il insiste trop sur, il a peut-être trop confiance dans ce qui est un peu pervers dans les pulsions, et il n'insiste pas assez sur la fonction de soutien de l'autre. Mais Winnicott, par exemple, dans le livre qui s'appelle en français, parce qu'en anglais c'est autrement institué, qui s'appelle La crainte de l'effondrement, il dit bien que si c'est si important la fonction de soutien et la fonction limitante, c'est à cause du risque dès la toute petite enfance, parce que c'est fragile. Donc la violence, elle est ou bien liée à la situation elle-même, ou bien elle est reprise à l'intérieur des trajets pulsionnels qui doivent se socialiser. Mais ce qui est important dans tout cela, c'est que le principe de réalité, ce n'est Pierre redisait, le principe de réalité, c'est jamais on ouvre les yeux et on voit la réalité. Le principe de réalité, c'est la limitation interne du principe de plaisir dans son excès. Et c'est pour ça que, à la fois, soutien et limitation sont toujours présents pour que ça tourne pas trop mal, quoi. Après, il y aura d'autres. Dans l'histoire d'un adolescent, il y a l'instauration du surmoi qui est très importante. Le surmoi, c'est la fonction limitante de l'autre transformée en interdit qui est jamais tout à fait bien placé. Ou bien il n'y en a pas assez, ou bien il y en a trop. Et on a tous à faire avec ça. Bon. Donc voilà, le principe de réalité, ça a, depuis l'esquisse, un sens tout à fait spécial, qui n'est pas le primat de la cognition ou de la perception. Et même la cognition, même la pensée, il y a une théorie de la pensée dans l'esquisse qui est réévaluée du point de vue de cet appareil de l'âme à déplaisir, angoisse, plaisir. Je ne sais pas si on peut s'arrêter là. C'est peut-être important parce que c'est de là que vient, chez Freud et chez Lacan, toute la thématique de la chose et de l'objet. Freud, au lieu de dire, comme les philosophes, qu'un jugement qui lie des sujets et des prédicats, ça nous donne accès à la réalité, il dit un jugement du point de vue de la psychanalyse, c'est-à-dire du point de vue du plaisir des plaisirs et de la formation des singularités dans le rapport à l'autre qui s'y produit. Un jugement, c'est une manière, si on lie S et P, de vouloir les lier dans soi, et si on les délie, c'est qu'on veut cracher ce dont il s'agit. Il a continué à dire ça jusque dans le texte sur la négation en 1920, dans les années 20. Donc, les formulations de l'esquisse, elles reviennent tout le temps. Et ça me paraît très important parce que il dit ce que nous appelons chose, c'est le pôle d'étranger qui échappe au jugement. C'est-à-dire, notre pensée, elle essaye d'élaborer cette épreuve de plaisir, déplaisir, angoisse. Et il reste un pôle,
un peu obscur que nous n'arrivons pas à assimiler. Et c'est ça le digne pour le désir, c'est ça la chose. Alors naturellement, Lacan a beaucoup reparlé de ça, et il a précisé le rapport entre les objets du désir qui se sont inscrits dans l'appareil de l'âme. Les objets, c'est des traits prélevés sur l'autre. C'est ce que, depuis la toute petite enfance, le bébé a fait sien de l'autre pour essayer d'organiser l'excès de son plaisir et de son angoisse. Bon. Et donc, les objets, ce que précise Lacan, c'est que les objets, c'est comme des parts de l'autre étranger. C'est ce qu'on va pouvoir assimiler de l'autre. Alors un objet, ça peut être une partie de corps qui nous paraît déceler chez un autre une source de jouissance extraordinaire et qui nous révèle à nous-mêmes quelque chose d'inconnu dans le plaisir sexuel, mais ça peut être aussi l'amour de la musique à quoi on a été introduit dans une occasion spéciale par quelqu'un. Voilà, ça peut être quelque chose d'apparemment très abstrait, mais investi de désir. Hein, c'est-à-dire que il y a tout le spectre des rapports à l'autre, là. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette importance de réévaluer nos opérations de pensée et même les opérations de logique. Alors Freud, lui, il avait la logique aristotélicienne, mais c'est sûr que Lacan, il a fait quelques incursions en montrant que même en logique, il y a une incidence, souvent par l'exclusion de certaines possibilités de liaison, une incidence de l'inconscient sexué. Alors peut-être il va trop loin ou il n'est pas assez clair, mais c'est tout à fait dans la ligne freudienne de l'esquisse, en un sens, à un moment où la logique n'est plus seulement la logique aristotélicienne. Voilà. Donc c'est intéressant, c'est une mine, quoi, ce texte, y compris par rapport à des questions apparemment intellectuelles, mais qui sont toujours liées au problème du plaisir, de l'angoisse du déplaisir. Alors, il y a quelque chose chez les philosophes, hein, je parlais un peu des philosophes, on inscrit souvent ce texte de Freud sous l'égide de la Hilflosigkeit, l'absence d'aide, comme étant la double preuve d'une part que l'être humain est hyper fragile dès la naissance, et ce dans un processus de maturation excessivement lent par rapport à d'autres espèces animales. Et donc, l'aspect de détresse est fortement accentué. Alors, mais en même temps, c'est une chance, hein, on le sait depuis Platon, Protagoras, puisque l'homme doit chercher en lui-même les moyens de suppléer de sa faiblesse native, en quelque sorte. Ses moyens, c'est son intelligence, etc. Enfin, le vol du feu par Prométhée, etc. Est-ce que, à votre avis, à tous les deux, cette faiblesse native, finalement, n'est pas justement aux sources de la culture, de tout ce que nous avons pu produire, de meilleur et de pire, bien entendu. C'est pas qui. Ouais. Oui, Monique. J'aimerais bien entendre Pierre. Oui. Vas-y. Je trouve que c'est intéressant ce rebondissement philosophique parce que effectivement, ce que disait Monique, dans l'esquisse sont contenues tout un tas de choses qui vont germer chez Freud et être reprises après. Dans ce qu'elle a dit, par exemple, toute la question de quel est l'objet de la pulsion. Est-ce que c'est l'objet d'irréel, ce qui reste la chose, ou est-ce que c'est l'objet internalisé par l'enfant qui va l'internaliser sous forme d'une représentation. Et à ce moment-là, on voit bien que le texte de 1915 sur la pulsion est déjà pour partie contenu dans la manière dont Freud esquisse, c'est le cas de le dire, la question de la libido. Hein, je crois que ça, c'est très, très intéressant. Oui. Et ça rejoint la question que tu poses, Jean-François, sur justement
comment se fait-il que ce petit poulain qui vient de naître va, par réflexe archaïque, téter la mamelle de la jument, sa mère, sans que personne ne vienne lui dire ah, tu as besoin de téter la mamelle de ta jument, la mère, mon petit poulain. Ben, alors que justement, chez le petit homme, dès le début de la vie, on pourrait dire que tous les réflexes archaïques neurologiques, typiquement neurologiques, sont accompagnés de ce bain de langage, comme disait Dolto, qui permet que, justement, la chose de l'objet reste la chose de l'objet, mais fait le lit déjà de l'objet en tant que représentation. Et là, je crois que là, il y a un truc fondamental qui va différencier donc les humains des autres, c'est le fait de l'accession à la culture, mais le langage principalement. Alors là, je crois qu'il y a une question essentielle, et on voit bien que la manière dont Monique le présentait, ça fait le lit, ce travail, ce processus long, difficultueux, semé d'embûches, etc. Ça fait le processus de la fabrication de l'identité, c'est-à-dire étymologiquement les identifications. Et là, on voit bien que prendre en soi les traits unaires ou uniques, comme disait Freud, mais unaires, comme disait Lacan, des autres qu'on côtoie, qui sont proches ou au contraire lointains. L'idéal du moi ne se fait pas uniquement avec les gens proches, quelquefois justement avec les gens lointains. Eh bien, c'est ce qui va constituer ce mécanisme fondamental, complexe, l'identification avec des éléments archaïques, l'adhésivité, la projectivité, mais aussi des éléments beaucoup plus névrotiques, hystérisants en général, qui vont faire que l'identité va pouvoir survenir à un moment donné. Et on voit bien que ce travail-là est un travail proprement humain. Donc, la référence que tu fais aux philosophes, Prométhée, Protagoras et les autres, c'est quelque chose qui vient mettre en évidence cette question-là que, justement, comment l'homme fait-il pour être avec l'autre en lui ? Eh bien, il le fait par, on pourrait dire, identification. Et c'est grâce à la fabrication de la représentation que ce processus va pouvoir se mener à terme, c'est mal dit, mais se dérouler d'une façon, le plus souvent chaotique, névrotique, occidentale, pas moyen. Alors là, je crois que c'est très important cette question-là, parce qu'on voit bien que c'est dans ce processus que vont se dérouler justement les embûches dont je parlais précédemment, qui sont les différentes formes. Un peu comme disait Scott, finalement, chacun d'entre nous contenons toutes les formes de pathologie psychiatrique possibles en potentialité. Ça, je crois que c'est un élément très important de la dialectique générale des pulsions. Et je crois que Freud, déjà dans l'esquisse, en mettant en évidence cette question de comment s'articule, c'est-à-dire comment se fabrique l'appareil à penser les pensées, comme dirait Bion, comment s'articule le plaisir du petit enfant dans son rapport avec l'objet grâce au fait qu'il est désigné par l'autre proche, c'est quelque chose qui triangule cette formation progressive de la représentation et donc, on pourrait dire, pour reprendre Winnicott, de l'espace qui va permettre la culture, l'espace transitionnel. Et ça, je crois que c'est vraiment une leçon formidable. Et Freud, d'ailleurs, là encore, va reprendre en 1920 dans ses essais de psychanalyse cette question du jeu de son petit-fils, Wilhelm Ernest, en montrant comment, pour supporter la frustration du départ de papa et maman qui partent au théâtre, eh bien, le petit Wilhelm Ernest va prendre une bobine et jouer avec cet objet concret qui est donc une chose, mais dont il va faire, sous les yeux de son grand-père, la transformation de cette chose en objet. Et on voit bien que le fort et le da, qui sont les deux mots que Wilhelm Ernest utilise pour qualifier cet objet, sont dès cet instant justement des choses qui s'extraient de la chose pour devenir des objets qui vont être incorporés par ce petit bébé dans son langage, mais donc dans son monde interne. Mais son monde interne, pas pour lui tout seul, son monde interne, comme le disait Deleuze, pour pouvoir être avec autrui. Ça, je crois que c'est tout à fait fondamental. Je peux ajouter sur ce point quelque chose. Dans ce texte, Freud, après avoir parlé de la bobine, il dit, quand on est grand, on ne joue plus avec des bobines, mais qu'est-ce qu'on fait ? On va au théâtre. Qu'est-ce qu'on va ? On voit toutes les catastrophes de la vie humaine, et là, il est aussi très proche de la poétique d'Aristote. C'est-à-dire que l'objet est forcément un objet partagé, et on le voit bien en ce moment, à quel point c'est dur pour les comédiens et pour les publics
de plus avoir accès à cette expérience de transformation du plaisir et du déplaisir socialisé en une expérience commune. Je disais, n'importe quoi peut acquérir le rôle d'objet, et cet objet, il est forcément pris dans un circuit pulsionnel. Aller au théâtre, c'est un circuit pulsionnel institué et qui a le même statut pour Freud, au-delà du principe de plaisir, qui a le même statut que ce qu'essaye de faire l'enfant. Voilà, c'est la première chose. Et puis je voudrais revenir aussi sur l'intérieur et l'extérieur. Pierre a dit que l'objet, il est à la fois, il est prélevé sur l'autre, l'enfant ou l'adulte veut parfois l'arracher à l'autre ou aller le chercher chez l'autre, et ça marche jamais tout à fait, mais il est aussi internalisé dès lors que, d'une certaine façon, c'est l'autre qui le donne ou qui ne le donne pas, et qu'il n'y a jamais une correspondance, il y a une inadéquation de l'objet par rapport à ce qui est cherché, et donc il y a tout un travail interne de cette recherche d'objets. Alors, ça m'a évidemment fait penser en ce moment à toutes les polémiques contre la psychanalyse sur le trauma. Je suis toujours extrêmement choquée lorsque soit des psychiatres, soit des psychosociologues disent la psychanalyse n'a rien compris, la psychanalyse culpabilise les gens en leur disant que les traumas, c'est de leur faute, parce que c'est eux, de façon interne, qui les ont constitués, alors que dans les viols ou dans les guerres, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et il ne s'agit pas d'aller chercher les sources internes. Je pense que, et alors, les gens s'abritent derrière le fait que en 1896, Freud a écrit à Fliss, mais mon modèle de la séduction, ça marche pas parce qu'il faudrait que tous les pères soient pervers et aient voulu séduire, donc ça doit être une construction de fantasme. Mais les gens qui lisent Freud comme ça, ils lisent pas la suite. Freud n'a cessé de retravailler la question du trauma en pensant de façon tout à fait spécifique ce qui est interne et ce qui est externe. Je pense qu'on comprend rien à la question du trauma en psychanalyse si on ne remet pas en cause la distinction trop simple entre l'interne et l'externe. Par exemple, dans le problème économique du masochisme, par exemple, on sait très bien que quand nous avons des patients qui ont subi des expériences de viol, il ne s'agit pas de leur dire mais tout ça, c'est ce que vous en avez fait vous-même. Il y a quelque chose, c'est une question dont on peut discuter, qui signe quand même un certain type d'angoisse. Parce que Pierre en penserait. Et moi, je pense que cliniquement, il y a des repères par rapport à ce qui a été vraiment soit abus d'enfant caractérisé, soit viol qu'on peut repérer dans certaines cures. Et de toute façon, puisque c'est un rapport à l'autre, institué toujours un peu sous forme de malentendu, il y a toujours quelque chose d'externe et d'interne. L'externe n'est pas le même quand il y a des violences qui s'exercent de façon massive, d'accord, mais il y a toujours ce qu'on appelle interne et externe. Et moi, je trouve qu'on ne s'est peut-être pas assez expliqué là-dessus, nous, les psychanalystes. On n'a pas fait un effort de pensée de clarification pour nos contemporains, de dire à quel point, dans la notion de trauma chez Freud et pour nous, c'est toujours à la fois interne et externe. Et quand il y a ce qu'on appelle des violences caractérisées comme traumatiques dans notre société, est-ce qu'on ne peut pas repérer ce qui se passe dans ce rapport entre l'interne et l'externe, qui sont toujours là, mais pas toujours de la même façon. Voilà. Pierre? Je pense que c'est une très très bonne idée de réflexion. Je repense à deux choses.
Bon, vous citiez Winnicott et sa crainte de l'effondrement. Quand un traumatisme arrive, la crainte de l'effondrement, pourquoi ça existe? Parce que ça a toujours déjà eu lieu avant et que le traumatisme vient réactiver quelque chose qui est là, présent en chacun de nous. Et ça renvoie à ce fameux article sur Fantasmes des origines, origines des fantasmes, c'est-à-dire probablement les angoisses archaïques, celles qui gouvernent notre vie des premières heures dans la vie aérienne, sont à rapporter à ce que Winnicott décrit sous le terme d'agonie primitive, c'est-à-dire tomber dans un monde dans lequel la pesanteur pèse sur mes épaules, alors que quand j'étais dans le ventre maternel, il ne pesait pas. Et en fonction de la manière dont un bébé va pouvoir faire en sorte que les traumatismes ultérieurs se rapportent ou pas à ses premières angoisses primitives, vient décupler ou pas la manière dont il va pouvoir être, comme on le dit aujourd'hui, être résilient par rapport à ces traumatismes. Ça, je crois que c'est un élément très, très important et je crois qu'on a vraiment intérêt à penser les choses à l'aune des angoisses archaïques. Moi, j'accorde la plus grande importance à cette question des angoisses archaïques. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Mm-hmm. Et le deuxième point, c'était par rapport à cette histoire de traumatisme. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on a besoin de considérer que le traumatisme met en évidence la responsabilité de l'autre pour me mettre dans un statut de victime moi-même. Et je crois que c'est quelque chose qui a une importance sociologique considérable. Un livre, il y a quelques années, avait insisté sur le temps des victimes. Je crois que c'est tout à fait ça qui est à l'ordre du jour. Et je crois que ça passe à côté du débat que vous posez, Monique, qui est tout à fait important. C'est quand on parle d'interne et d'externe, d'intérieur et d'extérieur, de quelle surface topologique parle-t-on? Et là, on voit bien que certains vont parler du corps, et par exemple, Anzieux avait beaucoup réfléchi sur la question de les limites du corps comme étant la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, avec la peau, ce qu'il avait appelé le moi-peau. Mais on voit bien que l'intérieur et l'extérieur, ça peut être aussi l'intérieur et l'extérieur de l'âme, de l'appareil animique, c'est-à-dire de l'appareil à penser que décrit Freud notamment et ses successeurs. Donc je crois que c'est pas du tout la même chose, être à l'intérieur de son corps ou être à l'intérieur de son appareil psychique. Par exemple, quand on s'occupe des enfants autistes, comme j'ai essayé de le faire, je rentre dans une pièce, il y a un enfant autiste qui est de l'autre côté de la pièce, je rentre dans la pièce, quand je rentre dans la pièce, il sursaute comme si je lui avais marché sur les pieds. On pourrait dire que pour lui, probablement, les limites de son corps sont jusqu'au bord de la pièce. Et que quand je rentre dans la pièce, je rentre dans son corps. Et donc, on voit bien que là, cette question des limites, on pourrait dire presque géographiques, imposées par la réalité spatio-temporelle classique, ça colle pas. On pourrait dire les postulats d'Euclide classiques, ça colle pas pour un certain nombre de psychopathologies. Ça tient à quoi? Ça tient au fait que probablement l'espace animique n'est pas en coïncidence avec l'espace corporel. Et là, par exemple, intérieur-extérieur devient quelque chose qui est tout à fait surréaliste. Ça, je crois que c'est très important de revenir à cette distinction. Et je crois que dans le développement, la présence du Nebenmensch depuis le début va permettre au bébé de se constituer justement un intérieur et un extérieur grâce à l'intersubjectivité qui va lui permettre de laisser à l'extérieur des choses qui sont non assimilables et de garder en lui ce qui le devient. Et c'est comme ça que va se constituer son identité, c'est-à-dire son être dans son corps et dans son esprit. Ça, je crois que c'est tout à fait fondamental, cette question. Je pense que, je peux dire deux mots. Allez-y. Je pense que cette extrême fragilité des limites et le fait que l'espace est pas le même pour certains de nos patients qui sont frontaliers, ça se rencontre aussi dans les cures, j'allais dire les cures classiques, enfin en tout cas qui se déroulent dans un cabinet d'analystes et qui sont justement pas classiques et très déroutantes pour le patient et l'analyste. Je me rappelle, certains patients, le fait d'entendre un bruit pendant la séance les déstabiliser complètement d'une manière immédiate. Alors, je sais bien qu'on fait des tas d'études sur, dans les états psychotiques, la sensorialité est modifiée et tout. On peut, en effet, faire apparaître ça neurologiquement et physiologiquement, mais il y a toute cette dimension de menace, à la fois
d'extraordinaire finesse des sensations et la menace qui est liée, qui reste présente, voilà. Qui reste vraiment présente. Et c'est comme si c'était la signature d'un autisme infantile transformé, apparemment dépassé, et en fait, qui est toujours là et qui impose... je vais vous raconter un tout petit fragment de cure avec une patiente comme ça. Un jour, je m'étais permis, qui était en face à face bien sûr et que je voyais depuis longtemps, je m'étais permis de faire une remarque sur la couleur de son t-shirt. Et à la séance d'après, elle avait rêvé d'un viking qui voulait tuer un enfant. Elle était en face avec l'enfant. Et pour empêcher le viking de tuer l'enfant, elle prenait un couteau et elle tuait le viking. Et comme c'est une patiente qui avait fait tout un travail, on a ri. Elle a raconté son rêve et je lui ai dit, dites donc, ma réflexion sur votre t-shirt, je recommencerai plus. Bon, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire qu'une espèce de déchaînement, une menace et une violence qui vient de quelque part, alors qu'apparemment il s'agissait de tout autre chose. Oui, ça, je crois que c'est un exemple extraordinaire parce que ça nous renvoie finalement à ce que Freud a fait en matière de psychose, qui est vraiment génial. C'était l'invention du terme de projection. Je crois que l'idée de projeter dans les espaces de la pièce dans laquelle je suis des instances psychiques qui sont les miennes fait que d'un seul coup, tout se passe comme si on était dans un dessin animé de Tex Avery, dont on voit les corps se déformer, on pourrait dire pour satisfaire ce que Tex Avery est en train de nous montrer dans son dessin animé. Et bien de là, de même façon, on peut projeter dans une lampe de salon l'œil qui nous surveille cruellement, et d'un seul coup, on a l'impression que cette personne n'a pas le même corps que nous, parce que son corps s'est déplacé jusque dans la lampe pour projeter dans cet endroit cet œil qui le surveille cruellement. Donc, on voit bien que là, toute cette façon surréaliste d'envisager l'image du corps, c'est quelque chose qui est en rapport avec les pathologies en question, et on voit bien que à ce moment-là, cette catégorie intérieur-extérieur revêt une importance considérable. Je crois que ça, dans la manière dont on peut penser psychanalyse, psychose et institution, c'est tout à fait fondamental pour repenser les espaces institutionnels à cette aune nouvelle de la psychopathologie. Alors, moi, j'ai envie de conclure par une question globale. Tout à l'heure, Pierre a cité Jacques Scott. Jacques Scott pourfendait la pensée causale, puisque quand on parle de trauma initial, dans la doxa, dans l'opinion commune, on attribue au trauma le principe d'être une cause par rapport à des effets de souffrance, pathologique, etc. Est-ce que justement une des reproches que l'on fait actuellement à la psychanalyse de manière totalement non informée, etc., n'est pas justement quelque chose qui est de l'ordre d'un positivisme grossier, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas, parmi les résistances aujourd'hui à l'analyse, quelque chose de cet ordre-là? Ou pas? Eh bien, je veux bien, si Monique me laisse la permission, je veux bien essayer de répondre à cette question de la cause. Je crois que quand on fait médecine, par exemple, on étudie la physiologie et la physiopathologie avec cette idée fondamentale que tel germe a entraîné telle maladie. Et on finit par dire, voilà, c'est la cause, on appelle ça l'étiologie, c'est la cause de l'apparition de la maladie. Donc si on envisage la psychiatrie de cette manière-là, c'est vrai qu'on est conduit à penser que le traumatisme est la cause de la victime. C'est pas complètement faux. Il y a évidemment un rapport entre la cause de l'agresseur et les effets sur la victime. Mais on voit bien que ça n'est pas du tout suffisant. Et je pense beaucoup que la psychanalyse nous aide pas à réfléchir sur la question de la cause,
mais sur la question du sens de notre trajectoire existentielle. Ouais. Je crois que ce qui peut aider les gens dans leur souffrance humaine, c'est de les aider à faire pour eux ce travail qui consiste à trouver du sens à l'expérience qu'ils sont en train de traverser. Je crois que là, il y a quelque chose de tout à fait spécifique que la psychanalyse peut aider les gens à faire, que nulle autre science ne peut aider à faire dans les sciences médicales notamment. Et je crois que quand on aide quelqu'un à mettre du sens là où il est dans l'insensé du fait de l'irruption quelquefois brutale, absolument désorganisante des angoisses primitives dont je parlais précédemment, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel parce qu'on oublie quand même que le petit bébé, depuis le début de son existence, a comme fondamentale, on pourrait dire, énergie pour l'aider à découvrir le monde, la question de la curiosité. Et je pense que la curiosité, c'est pas une curiosité de botaniste ou de grand linné généralisé. C'est la curiosité du sens, c'est-à-dire cette expérience qui est en train de m'arriver, que veut-elle dire donc dans l'existence que je mène? Et je crois que quand la psychanalyse a des prétentions sur les causes, je crois qu'elle dévie un peu de sa trajectoire, notamment freudienne, mais aussi de beaucoup de ses élèves. Et je crois qu'il faut revenir à la question du sens. Et à ce moment-là, on verra bien que, y compris avec les enfants autistes, on n'est pas là pour dire c'est à cause d'eux, etc. On voit bien que toutes ces questions qui ont été caricaturalement réduites pour mettre la psychanalyse au bûcher, c'est quelque chose qui passe à côté de ce que la psychanalyse peut aider à faire pour les humains, c'est-à-dire les aider à trouver le sens. Et quand on aide les parents à pouvoir trouver le sens de ce qui leur est arrivé quand ils ont un enfant autiste, eh bien, ça les aide beaucoup à aider leur enfant autiste. Il n'est pas question de se mettre à la place des généticiens, des neurodéveloppementaux, etc., pour pouvoir expliquer ces choses-là. Il est question de se mettre à leur disposition pour participer de façon complémentaire à l'environnement qui permettra de trouver du sens pour qu'une personne soit moins dans un monde d'insensé. Merci. Monique ? Moi, j'aurais dit, on ne cherche pas des causes, on accompagne des processus et on les remet en route. Et j'ai bien aimé que moi, formée aux philosophies qui critiquent la notion banale du sujet, j'aurais pas employé le mot sens, et puis ou je l'aurais employé au sens deleuzien de logique du sens, qui est pas du tout la signification. Hein. J'aurais raffiné sur ces critiques du sens, soit chez Lacan, soit chez Deleuze. Mais j'aurais mis processus, et c'est la même chose, parce que Pierre, vous avez dit le sens de notre trajectoire de vie humaine. C'est-à-dire que on est exactement toujours dans ce double registre dont on a besoin, comme Freud en 1895. Le sens d'une vie humaine, c'est aussi bien une trajectoire, hein, et une trajectoire au sens spatial du terme. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter, et voilà. Écoutez, chers amis, belle conclusion. Je vous remercie l'une et l'autre d'avoir accepté cet entretien et j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci à vous, Jean-François. C'était un vrai bonheur. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.